Rebonjour à tous et à ceux qui viennent d'arriver. Aujourd'hui, on accueille Florian Fatnassi, qui est un ancien gym de haut niveau avec les équipes de France d'aérobic. Voilà, d'aérobic, je vais le dire bien. Et puis, il est devenu depuis diététicien et nutritionniste. Il pourra nous expliquer la différence entre les deux juste après. Et puis, dans le principe du fonctionnement, on garde la même chose que les autres sessions. On va faire un échange de questions-réponses entre lui, moi, Sacha et puis Alexis. Et si vous avez des questions entre-temps, vous pouvez bien sûr les saisir dans le chat. Si ça pose difficulté, vous pouvez lever la main avec la petite main qu'il y a dans votre barre de menu. Et puis, dans tous les cas, à la fin de nos échanges, on vous laissera du temps pour poser toutes vos questions avant de terminer. On essaye de faire une session qui reste sur un timing d'1 heure et demie à peu près. Et puis après, tout le monde sera content d'aller manger, j'imagine. Alors tout de suite, Florian, je te laisse te présenter un peu plus si tu veux, et notamment nous exposer ce que c'est que ton métier aujourd'hui. Ça marche. Vous m'entendez là? Oui, très bien. Ouais. Alors, du coup, moi, je suis diététicien nutritionniste. Des études que j'ai terminées en 2012. Donc maintenant, j'ai bientôt 10 ans d'activité en libéral. À côté de ça, j'ai continué aussi dans l'aéro. Donc, j'ai un DEGEPS en aéro et également un DEUS métier de la forme qui me permettait en fait d'accompagner mes patients de manière plus complète et de leur proposer à la fois un service en rééquilibrage nutritionnel et également de faire de l'accompagnement sportif pour les personnes qui le désiraient, vu que je travaille beaucoup avec des personnes qui sont en obésité morbide. Et du coup, avant de passer par des opérations chirurgicales, normalement, par exemple, la sécurité sociale demande une prise en charge de 6 mois de bilan diététique. Et du coup, c'était l'occasion aussi peut-être de leur faire découvrir d'autres pratiques pour éviter peut-être les chirurgies. Je travaille dans un centre de rééducation sportive avec Nicolas Brunet aussi, qui officie avec l'équipe masculine du coup à l'INSEP. Donc peut-être que pour certains, vous le connaissez déjà. Et Nicolas travaille avec du coup l'Opéra de Paris. Et donc, du coup, c'est vrai qu'au cabinet, on a beaucoup de danseurs, on a beaucoup de gymnastes et également pas mal de divers sportifs, ce qui fait qu'on a quand même, on brasse quand même pas mal de sports. Voilà, voilà. Donc, pour ce qui est de mon métier, écoutez, un diététicien a pour but de faire du coup un bilan avec ses patients pour mettre en place une stratégie alimentaire qui leur correspond et qui permette d'avoir une bonne couverture en macro, en micro, et en fonction des objectifs de chacun ou en fonction de la pathologie, en tout cas, de proposer une planification alimentaire qui correspond vraiment aux attentes du patient. Ok, et alors tu viens d'évoquer l'alimentation en macro et en micro. Ouais. Ça veut dire quoi? Alors, les macronutriments, ce sont un aspect de l'alimentation. Les macronutriments, c'est divisé en 3 classes. Vous avez les protéines, les lipides et les glucides. Et en fonction de chaque personne, on va avoir une répartition en macro qui est différente les unes des autres. De manière très globale, on a tendance à généraliser en disant qu'une bonne alimentation couvre à peu près 15% de protéines, entre 50 à 55% de glucides et une trentaine de pourcents en lipides. Et bien sûr, tout glucides confondus, tout lipides confondus. Et de toute façon, les protéines, vous n'avez qu'une classe de protéines. D'accord. Et alors, finalement, l'alimentation, on a tous conscience que ça joue un rôle sur l'état de santé et vraisemblablement sur la performance sportive. Comment toi, tu fais le lien entre les deux? Quelle stratégie tu as avec les gymnastes en particulier sur ces questions-là? Alors, sur le côté sportif, il faut faire bien attention dans le sens où souvent la diététique, elle est limitée ou résumée à des problématiques de poids de corps. Souvent en plus en gymnastique où on va considérer un peu l'alimentation comme attention, il ne faut pas que tu prennes du poids ou attention, au contraire, il faut que tu perdes du poids, alors qu'il faut bien prendre l'alimentation dans son ensemble et de se dire aussi, là je vous ai parlé de macronutriments, mais la nutrition aussi permet de couvrir tous les besoins en micronutriments
qui sont les besoins en vitamines et en minéraux, qui permettent d'assurer justement une bonne récupération au gymnaste et d'éviter des petites pathologies, souvent des petites pathologies inflammatoires, ce genre de choses, qui sont induites par des petites carences et qui vont avoir tendance à perturber un petit peu les récupérations des gymnastes. Après, bien entendu, la couverture en macronutriments est essentielle parce qu'elle permet d'assurer un équilibrage pondéral, donc essayer de limiter les prises ou les pertes de poids. Et puis, en particulier chez les gammes, j'ai envie de dire aussi, assurer peut-être une hypertrophie un petit peu plus importante que dans les autres secteurs gymniques. D'accord. Alors finalement, quand je t'entends, il peut y avoir des options choisies en fonction des disciplines, par exemple. Bien sûr. Moi, je me souviens d'un guide qui avait été édité par la FIG sur la nutrition des gymnastes. Et puis finalement, les conclusions étaient que globalement, en mangeant un peu de tout normalement, ça ne devait pas logiquement poser de problème. Il n'y avait pas forcément besoin d'apports particuliers. Et en même temps, en étant chercheur moi-même, j'ai lu des articles où ils disent qu'en gymnastique, parfois, il faudrait un complément vitamine D ou des choses comme ça. Est-ce que toi, tu as justement, en fonction des disciplines ou d'une manière générale pour les activités gymniques, des conseils à apporter sur des apports spécifiques? Alors, c'est vrai que normalement, une bonne alimentation, elle devrait pouvoir couvrir l'ensemble de nos besoins. Donc, il n'y a pas de nécessité à avoir recours à de la complémentation, mais ça, c'est vraiment au sens très large. C'est-à-dire que si vous avez une alimentation diversifiée, les apports en vitamine C sont suffisants, les apports en sélénium sont suffisants, en cuivre et compagnie. Après, on est quand même sur des disciplines où on a une charge d'entraînement qui est relativement importante et des périodes de récupération qui sont relativement courtes entre les divers justement entraînements. Et donc du coup, en fonction, pas spécialement en fonction des disciplines gymniques, mais plutôt en fonction de la période d'entraînement, de la planification d'entraînement, moi, il me semble intéressant de temps en temps d'avoir recours justement à pas spécialement de la complémentation, mais faire attention à augmenter par exemple le ratio en protéines, à faire attention à avoir des apports vitaminés qui soient relativement importants. Et puis, si le staff le permet, parce que c'est toujours un petit peu tendancieux d'avoir recours à la complémentation, eh bien, mettre en place des complémentations si on est bien OK sur les produits utilisés, en faisant attention toujours à la problématique de répondre à une certaine éthique de dopage et donc d'avoir des produits qui sont référencés. Et là est la problématique, c'est qu'il est très difficile aujourd'hui d'avoir les informations, notamment avec les compléments alimentaires. Est-ce qu'ils correspondent à la réglementation de la lutte antidopage? Oui, évidemment, j'imagine que c'est pas simple et pas toujours très accessible pour tout le monde. Alors, pour reprendre ce que tu dis, là, la plupart de ceux qui nous suivent aujourd'hui et qui verront la vidéo après sont des entraîneurs de clubs qui n'ont pas forcément un staff technique comme tu l'as évoqué, et donc ils sont seuls à être à bord. Comment est-ce qu'ils peuvent gérer ce que tu viens de dire en disant, bah tiens, il y a une périodisation dans l'année, il y a une période de reprise, une période où on va plutôt favoriser les apprentissages, et puis après on va préparer les compètes, et après on est vraiment dans les compètes, et après il y a de la transition. Quel conseil du coup tu pourrais donner à ces entraîneurs-là, comment ils peuvent gérer l'alimentation de leur gym sur cette période de reprise, l'apprentissage, la compète, la transition, voilà. Qu'est-ce qui te semble pertinent de mettre en place? Alors, enfin, je pense qu'il est important du coup que les entraîneurs puissent véhiculer des bonnes informations à leurs gymnastes et du coup que c'est peut-être important à chaque cycle, j'ai envie de dire peut-être à chaque reprise de vacances ou des choses comme ça, d'avoir un petit point alimentation, comme on pourrait avoir un point sur le moral, sur les baisses d'énergie, etc., pour essayer de donner peut-être des pistes de réflexion ou des orientations alimentaires. C'est vrai que généralement, quand on fait une période de reprise, on les récupère après les vacances. Bon, souvent, on a peut-être des petites problématiques de poids de corps. Ils se sont fait plaisir pendant les vacances. On revient avec un petit peu plus de poids. C'est intéressant de les remettre sur le droit chemin, si on peut dire, en leur disant, voilà, quels sont les principes d'une bonne construction alimentaire et d'un bon équilibrage alimentaire. Alors, pour simplifier, une construction alimentaire, elle se régit autour de trois piliers, grosso modo, la construction de l'assiette. Essayer pour les gymnastes d'avoir toujours un apport en protéines,
Donc, que ce soit de la protéine animale ou de la protéine végétale, hein, ça peut être une viande, ça peut être un poisson, mais ça peut être très bien aussi des substituts végétariens avec des légumineuses, avec ce qui se fait aujourd'hui, par exemple, du tofu, du tempeh, ce genre de choses. Essayer d'avoir un apport en glucides qui soit, c'est peut-être justement l'apport qui sera le plus modulable au cours de la saison. Parce que du coup, normalement, une préparation sportive, ça se fait avec ce qu'on appelle un stock glycogéné. Donc, le corps, quand on mange des glucides, met en réserve la plupart du temps, enfin, un certain grammage de sucre sous forme de glycogène, qui est la réserve de glucides du corps, qui va se trouver après dans les muscles, mais également aussi sur la réserve majeure qui est le foie. Cette réserve glycogénée, normalement, elle doit suivre les principes d'entraînement. Donc, on essaye de monter jusqu'à ce qu'il y ait du coup une diminution de la charge d'entraînement, du volume d'entraînement en tout cas, et qu'on soit sur du coup une stabilisation de cette charge glycémiante avant qu'elle ne diminue. Et ça correspond normalement sur la période de compétition. D'accord, donc finalement, les apports, par exemple manger des pâtes ou quoi, c'est bien, mais il faut varier la dose, j'ai envie de dire, en fonction de la charge d'entraînement, et ça doit correspondre à peu près aux besoins de la charge d'entraînement. Alors, c'est à peu près ça. En tout cas, manger des pâtes, si on le mange du coup la veille de la compétition, on peut être quasi certain que du coup, il n'y aura aucun impact sur les réserves en glycogène. Si on veut faire une vraie préparation en termes de glycogène, ça se fait 3 mois avant l'échéance. Donc, du coup, ça peut être très bien. On répond à une problématique quand même énergétique en leur disant de manger des pâtes, du riz, ce genre de choses. Mais c'est sûr et certain qu'en intramusculaire, la réserve en termes de glycogène n'aura eu. Enfin, on n'a pas le temps de faire de réserve glycogénée une semaine, voire un jour avant la compétition. Donc, cette préparation glucidique, elle se prépare bien en amont. Et elle commence, alors pour les périodes compétitives qui sont en mai ou les GR qu'on déjà en octobre, il faudrait déjà essayer de faire une préparation nutritionnelle en juillet. Donc, pas de bol, mais sur les vacances scolaires, il faut faire attention, les grandes vacances pour les GR. Et puis pour les gyms, on a un petit peu plus le temps parce que c'est un peu plus calé sur le calendrier scolaire, où là, on va essayer de faire attention à avoir une légère augmentation des apports glucidiques aux alentours de janvier. Et alors, cette augmentation, elle se traduit comment? Ça veut dire que, si je reprends mon exemple basique des pâtes, Ouais. il faut qu'ils aient une dose tous les jours sur le repas du midi, ou il faut aussi en caler le soir? Alors, Comment après, voilà, ça va dépendre de chaque gymnaste. Alors, si l'athlète a l'habitude de manger, par exemple, un plat de pâtes le midi et un petit déjeuner avec du pain et fait peut-être un repas un peu plus léger le soir, on va peut-être jouer justement sur ce repas du soir où on va incorporer des glucides parce que ça permet de ne pas avoir trop de modifications sur les apports volumiques, donc de ne pas changer les quantités ingérées. Ça peut être la mise en place de collations qui ne sont pas spécialement prises, mais vraiment, le but est d'augmenter légèrement, voire de manière conséquente pour certains, les quantités de glucides ingérées. Donc, ça veut dire forcément passer par une augmentation des quantités ingérées. et ça sur une période de 3 semaines à peu près, c'est ça, avant des échéances importantes. Alors, on est facile sur une période d'un mois avant les échéances. Ouais, Après, si on veut 3 4 semaines. bien faire les choses, c'est-à-dire qu'on va faire un calibrage des apports 3 mois avant. Donc, on Trois va mois. faire 3 mois Vraiment. avant, on a son assiette standard. Puis, pendant 3 semaines, on va augmenter de 50 grammes les quantités. Puis, ensuite, on passera du coup sur un apport qui sera à 100 grammes pour après faire une légère descente pour arriver le jour de la compétition et être très bien. Ça, si vous voulez, de toute façon, je ferai un schéma standard pour aider à y voir de manière très claire. Ok, super. Ça, on sera preneur de choses concrètes comme ça pour la mise en application. Et on les mettra à disposition avec la vidéo, évidemment. Sera pertinent. Il y a une petite question dans le chat pendant qu'on échangeait de Lise qui nous demande si on est amené à faire des prises de sang avant de complémenter, ou est-ce que ça se fait sans prise de sang? Alors, c'est même beaucoup plus pertinent de faire une prise de sang parce qu'on voit vraiment s'il y a des carences ou pas.
Après, on peut faire de la complémentation en prévision, sachant que de toute façon, sur beaucoup de choses, le corps n'est pas à même de faire des réserves. Donc, c'est-à-dire qu'il va prendre ce dont il a besoin et le reste, de toute façon, sera éliminé avec les urines. Donc, toutes les vitamines hydrosolubles, par exemple, c'est compliqué d'avoir des bilans sanguins où on va venir justement voir toutes les vitamines. Donc, on peut de temps en temps faire une petite complémentation en vitamines en faisant attention encore une fois que c'est pas référencé dans les produits enfin, référencés comme dopants. Mais, oui, oui, on peut anticiper la prise de sang, mais c'est toujours plus pertinent de voir où il y a des potentielles carences avant de complémenter et que ça ne sert à rien. Oui, bien sûr. Alors, on a une autre question de Nicolas aussi, en lien avec mon exemple des pâtes, où il demande est-ce qu'il vaut mieux manger des pâtes normales, entre guillemets, ou des pâtes complètes? Alors, ça c'est un travail du coup qui est important et qui, si on revient un petit peu justement sur les exemples de consommation qu'on doit avoir en début de saison, c'est travailler sur l'aspect qualitatif avec vos athlètes, parce que c'est une notion importante. Manger des pâtes complètes, ça revient globalement en fait à faire attention aux indices glycémiques que vos gymnastes vont consommer. C'est un point qui est important. Si je vais vous partager du coup si je peux. Ça a fonctionné tout à l'heure, ça devrait encore le faire. Alors, ça non. Hop, Alors là, on voit ton bureau. ouais. C'est bon pour vous? Est-ce que vous Oui, arrivez à voir un tableau avec les indices glycémiques des aliments? oui, on y a accès là. Vous y avez accès en plein écran? Oui, on arrive à lire, ouais, on voit. Bon. C'est bon. Globalement, l'indice glycémique, c'est en lien avec du coup la sécrétion d'insuline que va induire l'ingestion de ce produit. Donc, dès qu'un produit contient des sucres, le corps, lui, va interagir avec une sécrétion d'insuline, l'insuline étant l'hormone qui va permettre justement de stocker le sucre. Plus l'indice glycémique d'un aliment va être très élevé, plus le corps va se sentir agressé, va sécréter un petit peu trop d'insuline, et donc du coup votre corps va transformer une partie des sucres sous forme de triglycérides, qui est le deuxième mode de stockage du sucre. Donc, typiquement, transformer sous forme de triglycérides, ce n'est pas très intéressant pour le corps. Donc, de manière quotidienne, il faut faire attention à la qualité nutritionnelle de ces aliments en essayant de diminuer justement les indices glycémiques pour avoir des réponses de stockage qui soient plutôt sous forme de glycogène, comme on l'a dit, en évitant justement une transformation en triglycérides inutile. Donc, l'indice glycémique, le travail qualitatif sur les sucres, permet d'avoir un stockage qui soit cohérent avec les apports. Et finalement, est-ce que le fait de transformer en triglycérides, est-ce que ça peut créer une fatigue particulière? Ah, bien sûr, parce que du coup, on va sécréter beaucoup plus justement d'insuline et la fabrication d'hormones nécessite de l'énergie. Et comme cette insuline sécrétée en plus, elle n'est pas spécialement utile au bon fonctionnement du corps, eh ben, on crée de la fatigue et les produits de dégradation aussi, du coup, issus de sucre qu'on va dire très simple, vont tendance à avoir une fabrication un peu d'urée un petit peu plus conséquente. L'urée étant un produit de dégradation qui nécessite aussi beaucoup d'énergie pour que le corps le dégrade. Enfin, le Euh, dégrade, l'élimine et en tout cas le permette de le retrouver dans les urines ensuite. D'accord. Alors, est-ce que tu as encore un écran partagé? Du coup, ça va nous Ah, faire un écran bizarre. pardon. Éventuellement, arrête le partage Ouais, qu'on te récupère. parfait. Voilà. J'ai une question d'Alexis qui a levé la main. On va le laisser parler. Ouais, j'avais du coup deux petites questions là pour continuer sur l'index glycémique. Donc, tu nous as montré qu'il y a différents aliments qui disposent déjà de base un certain index glycémique. Comment celui-ci peut évoluer avec, alors, il me semble, avec le contenu de l'assiette ou avec la cuisson? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent jouer sur cet index glycémique? Ouais, complètement. Alors, on parle d'indice glycémique quand on est de toute façon sur un aliment isolé et pris de manière isolée, seul. Et on parle de charge glycémiante de la bolée alimentaire quand on est sur une assiette.
Ok. Donc, normalement, les principes d'association, c'est d'essayer, alors les indices glycémiques élevés, hein, ils ne sont pas à proscrire, ils ne sont pas à bannir. De toute façon, dans des équilibrages diététiques, on est toujours sur du travail de compromis, on n'est jamais sur de l'interdiction pure et dure, mais on va essayer de jamais associer 2 indices glycémiques élevés sur une même assiette, parce que sinon, on contribue vraiment à avoir une charge glycémique relativement importante. Et normalement, il faut toujours essayer d'associer un indice glycémique élevé pour un indice glycémique faible, pour avoir un certain principe de neutralité. Après, le fait d'inclure aussi de la protéine va avoir tendance, ou les corps gras de toute façon, vont avoir tendance justement à complexifier les réactions de digestion et donc forcément complexifier, enfin venir perturber un petit peu la sécrétion d'insuline et diminuer la charge glycémiante. Après, tu as parlé aussi des méthodes de cuisson. Si on fait, par exemple, alors dans les modes de cuisson, hein, dès qu'on cuit avec de l'eau, on a un équilibrage osmotique qui se fait, c'est-à-dire que normalement, on a à peu près la même teneur en micronutriments entre l'eau et l'aliment. C'est valable aussi un peu avec les sucres, où il va y avoir une décharge de sucre qui est légère, qui n'est pas très importante, mais qui est légère, et on peut très bien diminuer l'indice glycémique, par exemple, d'une pomme de terre, en la cuisant avec 2 autres cuissons différentes. Plus on a aussi une cuisson qui est al dente, donc pas très cuite, plus on va avoir un indice glycémique faible parce que les sucres sont moins biodisponibles qu'avec une cuisson. Je ne sais pas ce que c'est que l'inverse de al dente, mais voilà. Donc, ça revient à dire que dans le rayon de pâtes, quand je suis dans mon supermarché, on voit maintenant les pâtes cuisson rapide en 3 minutes et les pâtes en 10 minutes. Donc, si je prends des pâtes en 10 minutes, elles seront avec un index glycémique moins élevé, c'est ça? Généralement, de toute façon, hein, s'il y a une cuisson plus longue, c'est qu'on a un produit qui est qualitativement meilleur, hein. Donc là, les cuissons rapides, généralement, il y a une modification justement sur le pourcentage d'amidon, ou bien il y a de la maltodextrine en moins, des choses comme ça. C'est qu'on a traficoté 2-3 trucs pour rendre la cuisson plus facile. C'est souvent en lien avec la concentration en fibres. Donc on enlève les collagènes naturels ou les résidus végétaux qu'on peut avoir pour faciliter justement les modes de cuisson. Donc quand on enlève des choses, c'est souvent mauvais signe, d'un point de vue qualitatif. En lien avec ça, finalement, bon, si on prend des pâtes en 3 minutes, c'est que on veut que ce soit simple et rapide pour manger. Finalement, il y a aussi le rapport avec la nourriture industrielle, avec le niveau de transformation de la nourriture. Est-ce que c'est pareil en termes de gage d'apport alimentaire? Comment est-ce que ça transforme les choses? Généralement, l'industrie agroalimentaire essaye d'avoir un ratio coût de fabrication et revenu de produit qui soit en avantage avec eux, hein. Et aujourd'hui, rajouter du sucre, qui est une matière première qui leur coûte rien et qui est aussi un exhausteur de goût, leur permet justement d'augmenter un petit peu l'aspect qualitatif organoleptique de leurs produits sans pour autant avoir un coût de fabrication qui est très important. Il en est la même chose sur les acides gras saturés. Donc, rajouter de l'huile de palme, par exemple, ça leur coûte pas grand-chose. Et pour autant, malheureusement, on se retrouve avec énormément de choses, hein, dans les produits transformés qui sont pas en lien avec cette volonté d'avoir des produits qualitatifs. Donc, produits transformés égale très souvent du coup acides gras saturés en trop grande concentration. Alors, pas que acides gras saturés, on se retrouve aussi avec des acides gras trans. Donc, l'acide gras trans, c'est aussi une hydrogénation de l'acide gras saturé. Donc, on transforme encore plus cet acide gras et on en revient avec des acides gras qui sont avec une disposition chimique qui n'est pas normalement leur aspect naturel. Et toutes les dernières études montrent que ces acides gras, les acides gras trans ont un rôle potentiel aussi sur l'apparition de cancer de la sphère ORL. Donc ça, faut faire attention. Aliments transformés égale conservateur, égale exhausteur de goût,
égale toute la liste que vous allez avoir des E nanana qui sont illisibles et qui, même pour les professionnels de la nutrition, il est compliqué de relire justement l'étiquette pour avoir toutes les informations. Donc, de toute façon, quand on a un produit de base ou sur l'étiquetage nutritionnel, il y a plus de 15 ingrédients, il faut se poser des questions. Alors, en lien avec ça, et c'est bien, Lise avait la même question que moi. Elle pose la question sur l'étiquetage des lettres A, B, C, D, hein, qui codifient Ouais. soi-disant la qualité des aliments qu'on peut acheter. Est-ce que ça a une réelle valeur par rapport à ce qu'on vient d'évoquer ou est-ce qu'il faut s'en méfier? Alors, c'est une bonne attention, le Nutri-Score, du coup, le ABCD, etc. C'est pas mal. Le problème, c'est que le Nutri-Score, aujourd'hui, il n'est pas imposé par notre gouvernement. Donc, c'est-à-dire, en fait, que toutes les industries agroalimentaires, elles font leurs petits tests dans leur laboratoire en fonction du cahier des charges du Nutri-Score. Si elles voient qu'elles sont A, elles vont le coller sur leur packaging. Par contre, si elles voient si elles sont D ou voire même E, elles n'ont pas l'obligation de le poser sur leurs produits. Donc, en ce sens, on peut se poser la question de se dire bah, si c'est très pertinent, vu que ce n'est pas la même règle de jeu pour tout le monde. Et après, ça répond quand même à des critères relativement corrects où on va essayer de faire attention justement à un produit standardisé et on va se dire, bon, bah, voilà, mon produit aujourd'hui, il se référence où sur la teneur en matière grasse, il se référence où sur la concentration en sucre simple, etc., etc. Après, bon, bah, la problématique étant que bah, toutes les industries n'ont pas l'obligation d'apposer cette étiquette. Alors, l'autre difficulté sur ce Nutri-Score, c'est que si je vais acheter de l'huile ou du beurre ou quoi, ça va arriver en COD. C'est pas forcément que le produit est mauvais finalement. C'est Complètement. juste que par rapport à l'apport de graisse ou de choses comme ça, en fait, il faut le limiter dans la consommation. Tout à Mais il n'est fait. pas forcément mauvais. C'est-à-dire que ça dépend en fait aussi de quel aliment est concerné. Exactement. Donc, alors c'est pour ça que généralement, de toute façon, le Nutri-Score, il est jamais apposé sur les bouteilles d'huile ou ce genre de choses, parce que du coup, bah, forcément, la concentration d'acide gras dans une huile, bah, elle est de 80%, voire jusqu'à 100%. Hein. Enfin, on est à 100% dans une huile. Donc, c'est complètement débile de se dire, bah, voilà, l'huile vu qu'elle a 100 grammes d'acide gras, est considérée comme un aliment qui contient trop de matière grasse, et donc on lui attribue le score de C ou D. Alors que par nature, le produit est référencé pour n'avoir que ça. Donc il faut prendre entre pincettes. Pareil, dans le Nutri-Score, ne rentre pas en jeu l'évaluation bah, de tous les exhausteurs de goût, de tous les édulcorants, de ce genre de choses, donc des produits additionnels. Et donc, bon, on peut se poser la question donc, de savoir si c'est vraiment pertinent de ne pas venir mettre un droit de regard sur bah, tous ces produits annexes qu'on rajoute en industrie agro, quoi. Et pour compléter le Nutri-Score, il y a aussi des applications qui se sont développées et où justement on peut scanner le code barre des produits et puis voir s'il y a une qualité du produit ou pas, qui est un peu différente du plan de lecture ABCD. Hein. Mm-hmm. Est-ce que c'est bien comme application? Est-ce que tu en connais? Est-ce que c'est un point d'appui qui peut être intéressant pour nous? Alors, je pense que ça facilite peut-être la lecture des étiquettes nutritionnelles quand on n'a pas les références de codification. Par exemple, alors je vais vous parler d'un exemple simple. Un yaourt, la teneur en glucides moyen est d'à peu près 5 grammes pour un yaourt nature. On passe à 15 grammes dès qu'on est sur un yaourt aux fruits ou un yaourt aromatisé. C'est vraiment les normes standards sur lesquelles on va essayer de baser notre réflexion. Et donc, du coup, si on connaît ces références de consommation, forcément, on a cette pertinence d'aller se dire, bah, voilà, bah, mon yaourt blanc, là, il est à 8 grammes de sucre. C'est peut-être un peu important par rapport à la base de référence. Ces applications permettent d'avoir cette lecture qui n'est pas forcément facile d'accès pour tout le monde. Et puis, si on devait regarder tous les produits, etc., ça demanderait peut-être un peu de temps. Donc, ça partait d'une bonne intention, c'est pas mal. Après, encore une fois, bah, tout ce qui est édulcorant, exhausteur de goût ne rentre pas dans l'évaluation de Yuka.
Enfin, je vous parle de Yuka parce que c'est l'application référente quand même. Et puis, c'était très bien au début quand c'était des organismes qui étaient indépendants, sans avoir des fonds d'investissement justement de groupes agro-industriels. Et on se retrouve malheureusement avec des maintenant, alors peut-être qu'ils vont encore garder une certaine marge de manœuvre, mais dès qu'on a des investissements, on sait comment ça se passe. Il y a des placements de produits et il y aura certaines choses qui seront mises en avant. Oui, forcément. Alors moi j'ai une autre question. Il y a une question de Nicolas. On va d'ailleurs faire sa question et puis je garderai la mienne après. Donc Nicolas il nous demande s'il y a un moyen aujourd'hui de savoir la teneur ou la concentration d'un aliment en macro et micronutriments. Alors, vous avez des sites internet et notamment, du coup, alors, il faut y avoir accès, mais enfin, vous avez juste à taper valeur nutritionnelle d'un aliment pour avoir déjà une première évaluation justement des apports en macro, etc. Et à partir de là, vous faire une opinion d'un produit transformé ou bien d'un produit de référence. Et Ok. ensuite, vous avez, alors si je ne dis pas de bêtises, parce que je confonds toujours les cycles, l'agence, pour vous donner les choses correctes. Et sur le site de l'AFSA ou de l'ANSES, vous avez vraiment du coup les tableaux de référence, les tableaux de base où vous tapez l'aliment et vous avez l'analyse pure et dure sous forme de le nombre de calories pour 100 grammes, les apports en protéines, en lipides, en glucides, etc. etc. Alors vas-y, redis-nous, c'est le site de. Alors c'est l'AFSA, AFSSA, ou bien l'Agence nationale de sécurité sanitaire d'alimentation nationale, donc l'ANSES. Ok. J'ai envoyé les initiales dans le, Voilà, où dans le vous aurez chat. une rubrique, mais pareil, je pourrais mettre le lien dans le petit compte-rendu pour avoir Ouais. le tableur simple d'utilisation. Bah oui, ce sera très bien. Et alors, j'écoute ce que tu nous racontes depuis tout à l'heure et je me dis, alors c'est très bien, ça va éveiller nos consciences et puis voir peut-être nos façons d'aborder l'alimentation. Mais je vois bien une difficulté particulière pour les entraîneurs, c'est qu'ils vont vouloir gérer les gymnastes et ils n'ont pas la main sur leur alimentation parce que c'est les parents qui les ont au quotidien, évidemment. Comment est-ce qu'on peut faire, nous, entraîneurs, avec nos gyms, pour essayer pas forcément de changer, mais au moins de faire évoluer ou de partager une conscience sur l'alimentation des gymnastes? Eh ben, moi, je vais vous parler de mon cas parce que je suis également entraîneur. Donc, bon, j'ai l'avantage d'avoir cette double casquette et mes gymnastes en ont bien conscience aussi. Mais en début de saison, comme j'organise une réunion pour expliquer du coup les différentes échéances dans l'année avec les différentes compétitions, périodes de test, etc., j'organise une soirée, moi, d'éducation nutritionnelle avec les parents en leur disant, bon, ben voilà, votre enfant, il s'entraîne tel temps, il faut quand même faire attention à ça et ça. Bon, j'ai peut-être un discours un peu plus pertinent parce que je me mets sur la casquette diététicien, mais ça peut être intéressant parce que, comme vous le dites, c'est les parents qui sont l'acteur majeur dans les repas et non pas les enfants, mais de leur dire, bon, ben voilà, votre enfant, il s'entraîne quand même de telle heure à telle heure avec un volume horaire d'entraînement relativement important, il faut faire attention à la qualité nutritionnelle, moi, j'encourage de prendre des produits complets, comme on a dit, de faire attention au pourcentage de matière grasse, leur dire que la protéine, c'est important, etc., etc. Moi, si vous voulez, je peux très bien mettre à disposition un PowerPoint d'équilibre alimentaire qui peut être mis à disposition des entraîneurs pour faciliter peut-être la mise en place de ce genre de réunion. Alors, quand tu proposes des choses comme ça, tu peux être sûr qu'on va te dire oui. On va prendre, on va prendre. C'était ma question aussi après, c'était de dire, est-ce que tu as des supports types qui pourraient aider les entraîneurs, qu'on pourrait leur diffuser, et puis quand ils font leur réunion de rentrée avec leur groupe ou les parents, sur des groupes un peu plus compétitifs en général, où on va porter une attention particulière, ben voilà, un support qu'ils pourraient utiliser pour présenter et sensibiliser les familles à ces questions-là. Ce serait intéressant si tu as ça à nous donner, on mettra ça avec aussi. Sans Euh, problème.
Bon, super. Est-ce que après sur la gestion des stages, je me disais là par contre, autant à la maison au quotidien on n'a pas la main, autant quand ils vont faire des stages pendant les vacances scolaires, on peut les avoir toute la journée. Quelle attention on peut avoir sur des entraînements qui deviennent bi-quotidiens alors que la plupart du temps ils en font qu'un par jour. Voilà, on a un changement du volume. On a aussi un rapprochement souvent de l'entraînement du matin et de l'après-midi, hein. Il n'y a pas la phase de récup ou de digestion nécessaire peut-être. Comment est-ce qu'on peut gérer ça? Est-ce qu'il y a des points d'attention particuliers sur à la fois le repas du midi ou sur ce qu'ils doivent boire ou manger pendant l'entraînement ou après l'entraînement pour la récup? Voilà. Est-ce qu'il y a des stratégies particulières? Alors, généralement, au niveau des stages, on est quand même soumis à une restauration collective. Donc, bon, ça, c'est des fois un peu problématique parce que la qualité ne suit pas forcément. Sur ce quoi on peut faire un peu attention, c'est peut-être aussi de proposer des idées de collation en fonction d'où sont placés les entraînements. Là, ça devient intéressant dans le sens où d'un coup, ils s'entraînent en bi-quotidien, donc forcément, normalement, les besoins nutritionnels augmentent un petit peu par rapport à une période standard. Donc, de jouer sur les collations, ça peut être intéressant. Et quand on dit mettre en place des collations, il faut toujours que la collation soit la plus qualitative possible. Et généralement, on va essayer d'avoir un apport en glucides et en protéines associées. Donc, les choses les plus simples, c'est par exemple mettre un petit sandwich pain jambon. On va prendre 40 grammes pour, pareil, une tranche de jambon. On va essayer, je ne sais pas moi, des choses simples, peut-être plus en lien avec les enfants, mais du pain avec du beurre de cacahuète, de la purée d'amande, ce genre de choses. Des fruits oléagineux accompagnés, pareil, d'une tranche de pain complète, des choses comme ça, qui peuvent être bien intéressantes. La complémentation sur les entraînements, donc les boissons type boisson de l'effort avec du sucre, etc., ça n'a de pertinence que si normalement on a un travail aérobie qui dépasse les 2 heures d'entraînement sans véritable pause. En gymnastique, c'est quand même souvent des efforts courts suivis de périodes de repos. Donc, je trouve ça pas très pertinent d'avoir une complémentation en glucides. C'est plus pour des sports où vraiment l'intensité reste constante, comme du foot, du rugby, peut-être le tennis, ce genre de choses. Néanmoins, ça peut être intéressant de complémenter légèrement en électrolytes, donc de rajouter un tout petit peu de sel ou même du sel de potassium dans l'eau pour s'assurer à ce qu'il y ait des apports en électrolytes qui soient conséquents. Voilà. Faut qu'ils aient envie de boire de l'eau salée, mais de toute façon, dans les boissons de l'effort avec du sucre et ce genre de choses, il y a toujours un apport en sodium. C'est même la base de la... Mais c'est bien masqué. Ouais, voilà. Okay. Et finalement, alors on parlait pendant l'entraînement, est-ce que pour la récupération, on peut envisager en revanche qu'il y ait des boissons de récupération ou une manière de manger particulière? Alors, boisson de récupération comme on l'entend, les boissons de l'effort, hein, c'est toujours une boisson avec un certain grammage de sucre qui est aux alentours des 30 grammes. J'y vois. Alors, dans les principes de récupération, normalement, hein, on est vraiment sur un resucrage du sucre de l'athlète pour pouvoir permettre justement d'avoir une meilleure reconstruction des stocks de glycogène qui ont été utilisés pendant l'entraînement. Donc, de base, j'aurais moins de réticence à utiliser ce genre de produit après l'entraînement. Après, il faut savoir que les concentrations des produits tout faits sont quand même relativement trop sucrées. Donc, la plupart du temps, il suffit de les couper à l'eau. Donc, de prendre un bidon, c'est généralement 500 millilitres, et de les retransvaser dans une bouteille d'1 litre et complémenter avec de l'eau pour avoir un grammage en sucre qui soit conséquent. Après, normalement, ce resucrage, s'il intervient aussi avec un repas, ça va être suffisant. Donc, on n'a pas besoin spécialement de passer par des produits de l'effort. Vous finissez votre entraînement à 20h, vous mangez entre la fenêtre 20h et 21h, ça sera suffisant pour permettre justement le resucrage. Il faut vraiment qu'il y ait des contraintes. Le gymnase habite très loin ou on repart en cours, des choses comme ça, où là, le produit de substitution devient pertinent parce qu'on ne peut pas répondre à une problématique.
Péros, c'est-à-dire que de toute façon la substitution, hein, le fait de changer l'aliment Péros en un produit boisson de l'effort ou bien des protéines en poudre, etc., elle doit vraiment répondre à une problématique concrète dans le sens où je ne peux pas répondre par des vrais aliments. Par souci par exemple, les protéines, par souci de volume alimentaire où je ne me vois pas manger plus, ou par contrainte de temps, des choses comme ça. Mais ça doit être quand même du dernier recours. D'accord. Alors, je pose juste la question de Nicolas avant de laisser la main à Alexis qui attend sa question depuis tout à l'heure. Mais je la pose directement parce que c'est en lien avec les boissons qu'on vient d'évoquer. Nicolas qui nous demande si les boissons isotoniques, c'est intéressant ou pas. Ah bah, ça revient exactement au même, c'est-à-dire que les boissons isotoniques sont quand même généralement un peu trop sucrées. Donc, il faut les diluer un petit peu. Il faut les diluer un petit peu. Les marques Isostar ou ce genre de choses, bah, aujourd'hui, vraiment, sur les études papier, on reste sur des concentrations de sucre qui sont de l'ordre de 35 grammes, alors que normalement, on devrait avoir une teneur moyenne aux alentours des 20-25 grammes. Moi, j'avais vu des recettes de boissons de récupération comme ça ou d'accompagnement à l'entraînement sur le site de l'INSEP, là où ils Ouais, proposaient des choses avec du jus de raisin, du miel, complètement. des choses comme ça. Finalement, on peut les faire soi-même à moindre coût et peut-être de manière plus efficiente. Complètement, parce qu'en plus, alors, avec les jus de fruits, bon, issus de l'industrie agro, encore une fois, on va être sur des concentrations de glucides purs. On ne va pas avoir de fructose ou des choses comme ça. Ça va être intéressant de la faire soi-même parce qu'on a bah, forcément un contrôle sur les glucides qu'on va mettre dans la boisson. Et faire sa boisson avec 100 millilitres de jus de fruits pour 1 litre d'eau, on est sur un ratio du coup des 20 grammes de glucides pour la boisson de l'effort sur un bidon d'1 litre. Là, sur l'INSEP, Madame Véronique Rousseau recommande pareil de rajouter un petit peu de sel et en fonction de la température et durée d'entraînement, de rajouter des sels de potassium et d'augmenter encore de 100 grammes, du coup de 100 millilitres, les concentrations en jus de fruits. Mais complètement, c'est beaucoup plus pertinent que d'acheter des produits relativement tout faits avec des concentrations trop importantes. J'essaierai de retrouver les petites recettes et puis on les mettra aussi Ouais. en lien avec ça. Je vais laisser la main à Alexis Alors, qui avait par une contre, question. juste Ah, pour revenir ouais. sur ces boissons de l'effort, il faut faire attention à toujours tester au préalable sur les périodes d'entraînement. Donc, c'est pas le jour de la compétition où on va avoir du coup, je sais pas trop comment ça se passe, mais des fois, nous, en aéro, la compétition, elle est sur 2 jours consécutifs, où on va se dire, bon, ben, voilà, je vais leur mettre une boisson de l'effort pour qu'ils récupèrent mieux pour le dimanche et qu'au final, l'athlète n'est pas préparé. Les boissons de l'effort, vu que c'est quand même relativement concentré en sucre, peuvent avoir directement des impacts au niveau intestinal. Et généralement, quand on n'est pas habitué, bah, ça lance des crampes, des problèmes de digestion, ce genre de choses. Et si on le teste le jour même bah, pour les finales le lendemain, bon, bah, c'est pas un choix très judicieux, quoi. Donc Ouais, toujours prendre le temps de tester les boissons isotoniques en entraînement avant de les lancer pour le jour J, quoi. c'est entendu. Alexis, à toi. Ouais, moi, j'avais une question toujours sur l'hydratation. On m'a toujours conseillé de varier Ouais. les eaux minérales parce qu'elles sont plus ou moins riches en certains minéraux. Du coup, je voulais avoir ton avis à ce sujet et éventuellement quelle stratégie pourrait être mise en place en citant peut-être voilà, deux, trois marques qui soient faciles du coup à repérer. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Alors, sur l'hydratation, alors c'est un point qui est fondamental en diététique du sport parce que c'est ce qui permet de conserver l'intégrité du physique de son gymnaste. Il faut déjà savoir que quand votre gym a soif, c'est qu'il a déjà perdu 1% de son poids de corps en eau, donc il est déjà en déshydratation, et perdre 1% de son poids de corps en eau, c'est perdre 10% de ses facultés physiques. Donc votre gymnaste, il est qu'à 90% dans sa séance. Donc là-dessus, il faut essayer de mettre en place des stratégies hydriques, donc de faire des coupures dans les entraînements pour que les gymnastes puissent aller boire, ou si vous leur autorisez d'avoir toujours leur bidon avec eux pour qu'ils puissent boire tout en continu durant l'entraînement. Après, sur les différentes eaux, sur les dernières études, c'est un petit peu contrasté, donc on ne sait pas vraiment s'il y a des effets bénéfiques. Pendant un temps, on disait que, par exemple,
essayer de favoriser les boissons gazeuses très riches en bicarbonate à la fin de l'entraînement aurait des effets sur la récupération, justement sur l'acidose qui est créée par l'entraînement. Selon les dernières études, de toute façon, c'est mitigé dans le sens où de toute façon, les ions bicarbonate, une fois qu'ils arrivent en milieu acide, c'est-à-dire dans l'estomac, sont complètement neutralisés. Et donc, du coup, derrière, il n'y aurait pas du tout les effets potentiellement bénéfiques, justement, de l'apport alcalin de ce genre de boisson sur la récupération. Bon, il n'empêche que ça a le mérite de quand même faire boire les gymnastes à la fin de l'entraînement, peut-être sur des volumes plus importants qu'ils ne l'auraient fait avec une eau standard. Sur les eaux fortement minéralisées, moi, ce que je suggère de faire, c'est faire des petites cures hyper minéralisées, c'est-à-dire de ne pas les avoir en consommation habituelle, par exemple les bars, de ne pas en boire à chaque fin de l'entraînement, etc., mais de faire comme un peu des petits shots hyper minéralisés et de boire de l'eau de source de manière standard, eau du robinet, et par contre, voilà, de s'acheter un pack de 6 et pendant 2 jours, de ne boire que ça, et après d'enlever. Et puis après, changer. Peut-être on a pris de l'épar, on va prendre de la Volvic, qui est minéralisée de manière différente de l'épar, mais qui reste une forte concentration. Donc sur ces eaux un peu hyper minéralisées, on va retrouver la Ceintior, on va retrouver l'épar, on va retrouver la Volvic, on va retrouver la Vigie Saint-Élestin. C'est quand même souvent des boissons plus gazeuses que des eaux plates, hein. Et puis après, dans les faiblement minéralisées, on a plutôt l'Évian, on va avoir la Courmayeur, la cristalline, ce genre de choses. Pareil, ça, j'ai un petit document récapitulatif avec les teneurs en ion bicarbonate, en calcium, ce genre de choses que je vous partagerai volontiers. Alors moi, je me souviens que la Ceintior, c'est celle qui a le plus de bicarbonate. Ouais. Et en tant que gym, moi, je l'utilisais pendant les compétitions et je l'utilisais que à ce moment-là. C'est-à-dire que je ne sais pas si c'était malin, peut-être il fallait se préparer à l'entraînement, mais en tout cas, je sais qu'en termes de sensation, j'avais moins la sensation de brûlure du lactate et de la fatigue qui pouvait s'accumuler au cours de la compétition. Ça avait cet effet-là sur moi. Maintenant, est-ce que c'est malin ou est-ce que il vaut mieux faire comme tu dis aussi, prévoir des cycles d'habituation peut-être? Alors, je pense qu'on a tous ces petits gris-gris de compétition. Peut-être que toi, c'est être rattaché du coup sur la Ceintior. Moi, j'ai pas du tout de problème, hein. Je trouve que c'est plutôt bien de focaliser son attention sur un élément diététique pendant les jours de compète. Après, pareil, normalement, la régulation de l'acidose, donc essayer d'alcaliniser son corps à la suite des entraînements, ça se fait beaucoup plus par rapport à une couverture d'aliments alcalins qu'avec des autres boissons. Donc, normalement, c'est pareil, c'est une stratégie à mettre en place tout au long de l'année. Donc, pour connaître normalement la valeur acide ou bien alcalin après ingestion, parce que cette valeur n'a lieu qu'une fois passé la paroi intestinale, hein. Par exemple, on connaît tous les fameuses cures de citron. Le citron, c'est un aliment acide à l'ingestion, mais qui sera alcalin une fois qu'il a passé justement la paroi intestinale. Donc, du coup, on parle d'indice PRAL d'un aliment. Et ce qu'il faut, c'est normalement essayer de favoriser les aliments qui sont alcalins sur l'indice PRAL plutôt que les aliments acides. Après, les aliments acides ne sont sûrement pas à bannir parce que c'est des aliments qui chimiquement ont une base azotée et c'est souvent en lien avec leur concentration en protéines. D'accord. Donc, ça revient en ça. Après, boire des eaux fortement minéralisées les jours de compétition, pourquoi pas, ça peut être une bonne stratégie, surtout si on n'a pas fait de cure minérale juste avant. On arrive quand même avec un besoin en électrolytes un petit peu plus conséquent le jour de la compétition. Je trouve ça pas complètement incohérent. Ouf, ça va, c'est passé un truc trop stupide. Mais peut-être c'est intéressant, c'est que j'aurais pu me passer de ça en préparant finalement mon organisme Ouais, sur les complètement. jours qui précèdent, quoi. Et D'accord. pareil, après, ça peut être, vu que c'est quand même très riche en calcium, très riche en sodium, ce genre de boisson, il faut faire attention parce que ça peut créer complètement l'inverse, c'est-à-dire une fragilité intestinale. Te donner tout de suite envie, c'est des boissons qui sont quand même fortement diurétiques et on n'a pas spécialement l'occasion d'aller aux toilettes, etc. On est dans sa routine, patati patata.
Et bon, faudrait pas que ça engage un peu le périnée, mais faudrait pas que ça soit voilà, contre-productif. Bon, ça va, j'ai pas de mauvais souvenirs de ce côté-là. Ça devrait aller. Il y avait d'autres questions de Lise, qui avait deux questions, une qui était en suspens depuis un moment, donc je te la pose. Elle dit qu'au petit déjeuner, nous prenons des aliments sucrés. Et puis après, elle nous dit qu'elle a entendu parler de chrononutrition. Ouais. Et puis elle dit le corps a plutôt besoin de gras. Alors je ne sais pas si c'est en lien avec le petit déjeuner. En tout cas, elle demande s'il y a une courbe nutritive en fonction des besoins du corps au moment de la journée. Alors, la chrononutrition, c'est un peu à la mode en ce moment. C'est un principe justement de planifier ses apports alimentaires en fonction de quand le corps est plus à même justement de venir digérer les aliments et de les utiliser. Donc, en l'occurrence, c'est vrai qu'il est intéressant d'un point de vue stratégique de monter un petit peu sa consommation de produits à forte concentration en matière grasse parce que dégrader les lipides, ça demande beaucoup plus d'énergie au corps que de dégrader des sucres. C'est plus complexe, c'est un petit peu plus compliqué pour le corps. Et donc, du coup, derrière, une fois que c'est dégradé, il faut que le corps puisse utiliser aussi cette énergie, sinon on stocke, et c'est là où il y a des prises de poids. Et donc, du coup, remonter un petit peu cette concentration de matière grasse en début de journée et en milieu de journée, c'est plus pertinent que de se retrouver avec des repas du soir très lourds, très chargés, et sur une période de la journée où on va être moins à même d'utiliser ensuite cette matière grasse. Donc c'est vrai que c'est des nouveaux courants où on va avoir tendance peut-être à remonter la consommation de fromage, remonter un petit peu la concentration d'huile pour avoir une décharge sur le reste de la journée. Donc c'est des méthodologies que on met en place, que moi je mets en place avec mes patients au cabinet et que je demande de mettre en place avec les athlètes également. Mais des fois c'est un peu compliqué parce que c'est vrai que trouver des stratégies pour pallier au petit déjeuner, les enfants qui ont quand même beaucoup plus un palais sucré, c'est un peu compliqué. Donc tout à l'heure je vous parlais justement des beurres de cacahuètes, des purées d'amandes, ce genre de choses. C'est des aliments qui sont très riches en protéines, mais qui sont aussi très riches en acides gras polyinsaturés. Donc, si les enfants aiment, ça peut être une bonne stratégie pour faire remonter un petit peu cet apport en matière grasse, sans être dans des pâtes à tartiner qui soient aussi avec un ratio en sucre un peu trop important. Donc, je pense au Nutella, Nocciatella, etc., etc. Ok, merci. Il y avait une autre question. Alors, Lise qui nous parlait du miam aux fruits. Alors, je ne connais Ouais. pas, mais ok. Alors, elle demande si c'est Ils avaient vraiment. bien renseigné, hein. Ah ouais, bah, ils viennent avec leurs infos. Hein. Non, non, le miam aux fruits, c'est un petit déjeuner qui a été mis en place par un médecin. Donc, ça consiste en fait à écraser une banane et à rajouter des graines moulues, donc des graines de lin, des graines de courge, ce genre de choses, auxquelles on rajoute normalement une cuillère à soupe, une cuillère à café en fonction des personnes d'huile polyinsaturée. Et on rajoute des fruits en plus. Donc, c'est un apport qui rentre dans le principe justement un peu de cette surcharge de matière grasse en début de journée, en début de cycle. Sauf que là, en plus, on est sur des acides gras qui sont quasi tous polyinsaturés, donc de très bonne qualité, qui permettent d'augmenter un petit peu les rations en oméga 3. Donc, le miam aux fruits, pour moi, est une bonne stratégie. Après, il faut que ça plaise. Il faut que ça plaise parce que ça a quand même la consistance un peu d'une bouillie de bébé auquel il y a des petits morceaux de fruits. Et pareil, mais pourquoi pas, après, si on fait un effort de présentation, ça peut ressembler un petit peu à des porridge, des choses comme ça. Bien au contraire, c'est un très bon petit déjeuner, le miam aux fruits. Il faut juste faire attention à ne pas avoir une surcharge en fruits. Donc, souvent, on se dit, oui, un fruit, c'est pas très grave, etc., etc. Mais le matin, on est quand même sur une rupture de jeûne. Une portion de fruits standard, c'est 20 grammes de glucides. Et donc, une banane, plus un morceau de fruit, plus un morceau de fruit, on peut arriver justement à une couverture glucidique le matin de 60 à 80 grammes. Et ça va très, très vite. Et ça peut être un petit peu trop pour un petit déjeuner. D'accord. Donc, plutôt un bon concept, mais à maîtriser dans le dosage. Exactement. Une autre question de Julie, puis là, ça enchaîne bien. Là. Sur le jeûne, il y a une espèce d'effet de mode, on en parle pas mal. Ouais. Est-ce que ça a un intérêt?
Si oui, est-ce qu'il faut le placer à un moment particulier dans la saison ou pas, ou plutôt à bannir parce que c'est pas intéressant pour les sportifs? Quel est ton avis sur la question? Alors, le jeûne, c'est un peu pris parti, hein, c'est-à-dire que soit on est pour, soit on est contre. Alors, ça dépend sur quelle facette on voit le jeûne. Si c'est juste pour résoudre une problématique pondérale, pour essayer de perdre du poids ou ce genre de choses, je trouve que le jeûne n'est vraiment pas quelque chose de pertinent à mettre en place parce que le principe du jeûne, hein, c'est de permettre d'un coup d'avoir une réduction des apports calorifiques et d'induire le corps en métabolisme cétogéné. C'est-à-dire que d'un coup, on ne fabrique plus, enfin, on n'apporte plus de sucre à son corps, donc il doit être dans une stratégie pour pallier à ce manque d'apport de substrat énergétique et de continuer à produire des métabolites énergétiques pour assurer un bon fonctionnement. Et le mécanisme de sauvegarde du corps, c'est de venir fabriquer des corps cétogènes, qui sont des faux substituts glucidiques à partir de la matière grasse. Donc, en soi, ça pourrait être une bonne méthode pour essayer de perdre du poids. Sauf que le problème, c'est que dès qu'on rentre dans des métabolismes cétogénés, le corps a tendance à se venger un petit peu dès qu'on remange en se disant, bon, bah, attention, j'ai fabriqué des corps cétoniques, ça peut potentiellement, enfin, on peut me demander potentiellement de le refaire. Donc, du coup, je reprends et je restocke. Donc, c'est en ce sens où moi, je ne suis pas spécialement partisan des jeûnes pour perdre du poids ou des jeûnes intermittents encore pire parce qu'on remange et on entretient justement, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, ce cycle cétogéné. Donc, Ouais, je ne ces suis pas effets spécial. yo-yo Bah, sur le poids. c'est-à-dire qu'on lui demande de fabriquer des corps cétoniques, lui il s'adapte et il prend l'habitude de fabriquer des corps cétoniques, donc dès qu'on mange, il se dit, bon bah attention, on va me remettre en restriction, donc j'en mets un petit peu sous le coude pour me dire, bon bah voilà, pour pallier justement à se replacer dans cette filière métabolique. Après, si on prend le jeûne d'un point de vue purement thérapeutique, normalement, un jeûne a ses effets bénéfiques au bout de 3 jours. Donc, tenir 3 jours de jeûne, c'est quand même relativement dur. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà essayé de faire 1 jour de jeûne, voire 2 jours de jeûne. C'est quand même relativement contraignant, hein. On pense à la nourriture, c'est difficile, etc. Ça permet vraiment d'avoir, selon certains papiers, parce que pareil, hein, en nutrition c'est compliqué, hein, vous avez un laboratoire qui va faire ou un docteur qui va faire une étude, derrière vous allez trouver la même étude au Canada ou aux États-Unis qui vous dit complètement l'inverse. Donc il faut prendre position, essayer de regarder un petit peu les rapports de l'OMS et de l'HAS qui malheureusement aussi sont financés par certaines choses de temps en temps. Donc, bon, il faut prendre parti, il faut essayer de aussi expérimenter par soi-même. Et du coup, le jeûne, en l'occurrence, ça pourrait avoir des bénéfices sur une épuration hépatique et une épuration de la rate. Donc le fameux détoxification. Mais du coup, ça nécessite d'avoir 3 heures de jeûne, voire un peu plus. Et normalement, on est sur des pratiques encadrées. Ouais, 3 jours, Donc, parce que 3 heures, moi j'y arrive, mais 3 jours, j'y arrive pas. Donc sur 3 jours minimum, euh, normalement. mais finalement, pas forcément d'intérêt en soi si on vit normalement et Si on peut a une bonne hygiène alimentaire, si on pratique du sport, donc là je pense à tous nos voilà. gymnastes, en tout cas je pense que c'est vraiment pas pertinent de leur proposer du jeûne. Ok. Alors un peu dans le sens, alors même si du coup c'est raccourci, mais on avait une question d'Anastasia sur le fait de rater le petit déjeuner ou d'une manière générale de sauter un repas. Est-ce que c'est dangereux ou est-ce qu'il y a des manières de compenser ça? Quel effet ça a? Alors, il n'y a rien de catastrophique. Alors, moi, je travaille toujours avec ce qu'on appelle la nutrition cognitive. La nutrition cognitive, c'est ne jamais dissocier les besoins alimentaires de ses ressentis cognitifs. C'est-à-dire, si un enfant n'a pas de sensation de faim le matin, c'est que normalement, d'un point de vue biochimique, le corps ne nécessite pas d'entrée énergétique. Donc, si ça correspond bien à des besoins sensitifs,
j'aurais tendance à dire il n'y a pas de problème. Si c'est juste je me lève trop tard parce que je gagne 20 minutes de sommeil et puis après je vais à l'école, là c'est sûr que ce n'est pas un choix très pertinent. Et donc dans ce cas-là, il faut essayer peut-être de mettre des stratégies de compensation, donc de prévoir une collation dans le sac à dos pour pouvoir manger à la pause de 10 heures, ce genre de choses, et essayer de voir comment organiser justement la journée en fonction du rythme scolaire. Donc une collation, un petit déjeuner, ça pourra très bien être du coup un apport céréalier, donc une barre de céréales. Encore une fois, on va avoir des références de consommation. Une barre de céréales, elle est qualitativement correcte si elle est en dessous de 17 grammes de glucides. Mais bon, si vous voulez, pareil, j'ai un tableau récapitulatif des différentes marques, donc ça ne posera pas de problème. Associé normalement, encore une fois, à un apport protéiné. Donc là, j'aurais tendance à dire de favoriser les fruits oléagineux. C'est facile, on prend un petit tupperware, quelques amandes, quelques noix, quelques noix de cajou, ce genre de choses, et on a quand même un ratio relativement équilibré entre les deux. Ah, j'aime bien les noix de cajou, mais c'est ce que je prends avec qui ne va pas. On a une autre question de... Au petit-déj, c'est rude. Il y a une autre question de Ludivine qui se pose la question de la valeur des compléments ou des substituts qui sont faits à base de poudre. Alors c'est vrai qu'il y en a deux types, j'imagine. Il y en a qui sont pour complémenter l'alimentation habituelle et puis d'autres qui sont en substitution sur ces produits en poudre. Est-ce qu'il y a une valeur de ces produits-là ou est-ce que c'est plutôt à bannir ou à éviter? Je ne sais pas. Alors, si on parle des sachets un peu tout prêts, là, pour citer une marque, par exemple, les Feed, qui sont des substituts de repas, ce genre de choses, moi, je ne suis jamais très partisan pour ce genre de produits. Comme je vous ai dit, il faut vraiment que ça réponde à une grosse problématique d'organisation du temps ou ce genre de choses pour passer à ces produits-là. Après, la plupart du temps, on retrouve quand même dans les sachets tout prêts qui sont censés correspondre à un repas, à des concentrations en sucre simple relativement élevées. Donc, c'est-à-dire que on peut avoir une marque qui va faire des efforts au début, entrée de gamme, qui va proposer un super produit, et puis implicitement, au fur et à mesure du temps, ils vont rajouter du sucre parce que c'est ce qui leur coûte moins cher et maintenir la même gamme de prix. Donc, c'est la stratégie marketing de absolument toutes ces industries qui mettent en place des substituts de repas. Donc, c'est ça. Et la teneur en matière grasse, pareil, pour conserver des acides gras polyinsaturés de qualité, c'est compliqué sous une forme de réduction. Donc, c'est souvent des acides gras saturés. Donc, qualitativement, c'est des produits qui sont un petit peu moyens. Si par contre, on parle plutôt d'une complémentation, donc en poudre, c'est souvent des protéines. Donc là, il y a différentes gammes de produits. Donc si on doit faire un petit peu le tour, vous avez les gainers. Les gainers qui sont censés être un mix entre de la protéine et un apport glucidique. Mais généralement, là, c'est pareil. L'apport glucidique n'est pas très intéressant. C'est du sucre simple, c'est ce qui coûte le moins cher, et vous avez une protéine de qualité un petit peu moyenne. Normalement, il faudrait essayer de fabriquer son gainer, si on a un vrai besoin de gainer, à partir d'un hydrolate de protéines, donc à partir d'isolates, donc qui est vraiment une extraction de la protéine pure à partir soit de l'industrie laitière, donc des whey et des idolates de whey laitières, ou bien à partir de produits végétaux. Donc on va avoir de l'isolate de whey de pois, de riz ou bien sous forme de soja, où on va avoir un effort, cette fois-ci, de l'industriel pour avoir une protéine à forte teneur en concentration en protéines, en essayant de réduire au maximum les teneurs en lipides et les teneurs en sucre. Ok. Par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, il y a Lise qui voulait une précision, qui dit par rapport au fait de sauter un repas ou tout ça, elle dit on pourrait juste finalement écouter notre corps, si on est à même d'écouter nos propres sensations et ne pas forcément respecter les 3 ou 4 repas de la journée sur le rythme habituel. Complètement. Complètement, et vraiment l'inculpation des valeurs cognitives de son corps, donc d'être à l'écoute de ses ressentis, c'est ce qui doit dicter absolument toutes les conduites alimentaires.
Alors après, il faut faire attention. Donc, peut-être quand on est sportif, on est très à l'écoute des sensations corporelles. Donc, ça, c'est très bien. Donc, on peut peut-être faire plus confiance à des gymnastes parce qu'ils ont une perception du corps qui est très bien. Après, si je devais mettre en place ça avec tous mes patients qui viennent au cabinet, je peux vous assurer que ça serait compliqué parce que les décompensations glucidiques, on a envie de sucre pour se faire plaisir, on rentre chez soi, on lâche ses valises et on se met à manger, etc. Des fois, il faut faire attention justement à des mécanismes de sauvegarde ou des mécanismes de préservation où le corps se dit, bon ben voilà, on va lui donner une petite impulsion, une envie de sucrer, comme ça on va sécréter de la dopamine, on va faire baisser le taux de stress, et si on est à l'écoute de toutes ces impulsions, malheureusement, c'est un peu compliqué. Mais pour des études de cas vraiment sur des sportifs, mais c'est la meilleure des stratégies. Si le corps il est à, si l'athlète il a même de dire j'ai faim, j'ai pas faim, et même on va plus loin sur des vraies écoutes sensitives, le corps il est même capable de vous donner les orientations sur lesquelles manger. Si votre athlète il dit vraiment j'ai envie d'un truc un peu frais, etc., c'est qu'il sait qu'il faut manger des fruits, des légumes, ce genre de choses, donc qui est directement en lien avec une petite diminution justement des apports vitaminés. Ou j'ai envie de manger un truc bien costaud, etc., c'est parce que sur l'instant T, il y a des besoins en matière grasse, il y a des besoins justement en glucides importants et compagnie. Ok. Moi, j'avais une autre question après sur en lien avec l'apport protéiné. On a des choses comme ça en lien avec la musculation, la prise de force, sur des apports hyperprotéinés. Est-ce que c'est intéressant de gérer ça? Je pense notamment sur la gamme, hein, Ouais. où il y a un moment où il faut passer des caps et prendre de la force max de manière conséquente. Donc, est-ce que c'est intéressant d'avoir ces apports hyperprotéinés? Et puis, est-ce qu'il y a des âges en particulier sur lesquels il faut le gérer ou c'est favorable par rapport à d'autres? Alors, en effet, ça peut être pertinent de prendre de la protéine à un instant donné, parce que tout simplement, comme j'ai dit, hein, ça permet de répondre à une contrainte physique qui est du coup l'augmentation des volumes. Et des fois, on ne se voit pas faire 6 repas dans la journée. Et prendre un shaker de protéines, c'est quand même beaucoup plus simple. Et ça permet d'avoir une bolée en protéines qui est importante. Après, il faut que ça réponde justement à une vraie nécessité. Est-ce que les gymnastes sont dans un cycle d'hypertrophie? Est-ce qu'ils font beaucoup de musculation, mais vraiment de la vraie musculation? Ou on reste sur des éléments de renforcement musculaire liés à l'agrès et ce genre de choses? Pour les gammes, j'aurais tendance à dire qu'en fonction de la planification, ça peut être pertinent à un moment donné d'augmenter le grammage de protéines si on est sur un cycle d'hypertrophie, si on est à un cycle de volume, ce genre de choses. Si on est sur un gain de force, normalement la force, c'est un développement de l'impact neuronal, donc ce n'est pas très pertinent de rajouter de la protéine, par contre. Et dans la protéine, il faut savoir aussi voir un peu ce qui est intéressant. Prendre de la protéine pour prendre de la protéine, bon, c'est pas le plus intéressant. J'aurais tendance à dire comme première stratégie, il serait peut-être le plus pertinent de prendre des BCA, qui sont du coup un complexe de 4 acides aminés qui sont les plus utilisés par notre corps, voire même faire une petite complémentation en arginine, qui est un des acides aminés les plus utilisés par le muscle et qui permettrait justement d'augmenter le ratio musculaire à long terme et à court Alors, terme. on les trouve dans quel type d'aliments, ce que tu viens d'évoquer? Alors, de toute façon, les protéines, vous allez trouver dans ce qu'on appelle les VPO, donc viande, poisson, œufs. L'arginine, en l'occurrence, elle est très présente dans la volaille, elle est très présente aussi dans l'œuf, hein. L'œuf, il faut savoir que c'est l'élément de référence pour l'analyse en termes d'acides aminés. C'est le coefficient biologique de 1, et à partir de là, on classifie absolument tout en fonction des concentrations d'acides aminés sur tous les autres produits. Donc, par nature, l'œuf est intéressant, mais il faut quand même faire attention parce que c'est un produit qui est un peu riche en cholestérol, bien que sur des publics en forte croissance, il n'y aura pas du tout de problème. Après, voilà, donc normalement, tout produit qui contient de la protéine, si on regarde les apports journaliers, c'est-à-dire nos besoins en arginine, en valine, en tel ou tel acide aminé, on n'aurait pas besoin d'une complémentation. D'accord? On a des apports qui sont suffisants si on mange suffisamment de protéines. Après, la problématique étant de si on veut vraiment
un développement musculaire, un impact myofibrillaire, et ben, des fois, on prend le parti pris de faire une complémentation en protéines pour essayer d'induire un petit peu plus d'hypertrophie. Et donc, pour compléter tout ça, est-ce qu'il y avait, je parlais de l'âge, est-ce qu'il y a un âge particulier où c'est plutôt favorable ou est-ce qu'on peut le faire un peu tout le temps? Alors, tout ce qui dit justement complémentation en protéines induit forcément une utilisation de la protéine. Donc, il faut que le calibrage, en tout cas avec le poids de corps et le grammage de protéines ingérées, soit bien calibré parce que les protéines, ce sont des les protéines alimentaires et compagnie, ce sont des macromolécules, donc des grosses molécules qui ne peuvent pas être stockées dans le corps. Donc, soit elles sont utilisées, donc on en profite pour faire des hormones, on en profite pour faire des cellules, on en profite pour faire du muscle, etc. Et le résidu de protéines qui n'est pas consommé sera filtré. Donc, c'est toujours la grande problématique avec les médecins de dire il faut faire attention parce que ça peut engendrer sur du très long terme des pathologies rénales, etc. Encore une fois, les études sont mitigées. On aurait tendance à dire maintenant qu'il n'y a plus trop d'incidence entre les insuffisances rénales et la consommation de protéines. Il n'empêche que c'est complètement inefficace de complémenter un bout de chou de 10 à 12 ans, même si on est dans une période de développement de la masse musculaire, parce que le corps est incapable de gérer justement une forte concentration en protéines. Donc moi, j'aurais tendance à dire qu'une complémentation de protéines, on va la faire à partir des 17 ans, plutôt fin de puberté chez les garçons. Chez les filles, on ne fera jamais de la complémentation de protéines pures. J'aurais tendance à dire complémentée par acides aminés ou des BCA sur des petits cycles, pareil, en fonction justement de l'état morphologique, de l'état pubère de l'athlète, entre 14 et 16 ans. Et alors, pour faire ces apports complémentaires, est-ce que ça nécessite juste un consentement des parents pour rentrer dans un protocole particulier ou est-ce qu'il faut passer par le corps médical? Comment c'est possible? Alors, il n'y a aucune législation qui encadre ce genre de pratique. Donc, on pourrait très bien dire, bon, ben voilà, c'est intéressant de faire ça. Il est plus simple de faire peut-être passer ce genre de complémentation si vous avez un professionnel de la nutrition qui vient, qui fait une réunion avec les parents en disant, bon ben voilà, au cours de la saison, peut-être qu'il est intéressant de faire une petite complémentation ici. Je vous garantis que l'intégrité des produits, d'avoir un listing de produits, parce qu'on ne peut pas se dire, bon ben voilà, vous prenez ce produit en question, parce qu'on aurait tendance à dire qu'on a des petits dessous de table avec telle marque ou pas. La complémentation, j'aurais tendance à recommander que sur un vrai niveau de pratique pour des gymnastes en top 12 ou des gymnastes en pôle, ce genre de choses. Sur une pratique club, on peut avoir des gros volumes d'entraînement. Est-ce qu'il est vraiment pertinent? Parce que c'est toujours bénéfice-risque, hein, donc il faut être absolument sûr que les produits soient complètement sains. Moi, pour parler crûment à chaque fois, ce qui me fait flipper, c'est toujours les produits, la lutte antidopage. Donc, il faut voir les bénéfices-risques. Et sur la complémentation, aujourd'hui, sur le cahier des charges, hein, on n'a pas beaucoup de produits qui correspondent aux critères, qui permettent d'avoir un listing et un cahier des charges qui répondent entièrement à la lutte antidopage. Donc, je me réfère toujours, moi, à Sport Project, qui est une labellisation, mais aujourd'hui, sur Sport Project, il n'y a aucun produit PCA, protéines qui sont référencés, par exemple. Alors pour Donc, changer c'est un équilibre et je demande toujours l'accord au staff, au DTN en question ou des choses comme ça. D'accord. Alors, il y a une autre question d'Alice qui a entendu parler de low carb et de post-training. Elle demande c'est quoi la différence et puis est-ce qu'il faut alterner ces formes de repas? Alors, je ne sais pas si… Tu peux me reposer la question? Alors, les repas low carb. Ah ouais, ok. Et puis des repas post-training. Ok. Donc, elle demande c'est quoi la différence entre les deux. Et puis, est-ce qu'il faut alterner ces différentes formes de repas? Enfin, comment on peut les gérer pour que ce soit intéressant?
Alors, le low carb et le post-training, c'est un petit peu, du coup, les nouvelles tendances, du coup, sur les apports alimentaires issus d'un entraînement un peu fitness, de musculation, etc. Le low carb, c'est où on va faire une diminution, justement, des apports glucidiques sur son repas. Et le post-training, normalement, sur des vrais principes de post-nutrition, ça serait un repas qui est riche en glucides et même avec des IG importants. Donc, le post-entraînement, donc ça répond vraiment à ce besoin de resucrer le corps. Donc, ce qui voudrait dire qu'on a fait soit du coup une dépense musculaire très importante ou un effort cardio très important, et donc du coup qui induirait du coup un état des réserves en glycogène complètement nul. Le low carb, ça serait plutôt du coup sur des entraînements un peu moyens ou dans cette nécessité justement de contrôle pondéral de perte de poids, où c'est un peu sur le même sujet que la chrononutrition, où on va avoir normalement en fin de journée un repas un peu plus allégé justement en concentration en sucre et en concentration en graisse. J'espère avoir répondu à sa question. Après, je ne suis pas un spécialiste des entraînements fitness. On va voir ce qu'Alice nous répond, si ça lui convient. Elle a dit nickel, merci, donc c'est que ça doit être bon. Une autre question de Nicolas sur effectivement une campagne gouvernementale qui nous disait de manger 5 fruits et légumes par jour. Et puis il nous dit que la qualité nutritionnelle des fruits et des légumes, elle a fortement baissé au cours du XXe siècle, et que du coup, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Est-ce que ça a vraiment de la valeur? Est-ce qu'il faut en manger plus, ou est-ce qu'il faut complémenter pour rester dans cette logique? Alors, les 5 fruits et légumes, c'est du coup une campagne à l'échelle nationale. Donc, c'est pour inciter les gens à manger un petit peu plus de fibres, parce qu'on s'est rendu compte aussi qu'il y avait une diminution de la consommation de fruits et légumes de manière générale sur la population française. Il a raison. Aujourd'hui, il y a quand même un appauvrissement justement des produits à cause de l'industrialisation et d'une agriculture à grande échelle. Encore une fois, il faut essayer de tabler sur du qualitatif. Donc, tout ce qui est lié à la qualité a malheureusement un coût de production, et ça, il faut l'entendre. Donc, ça se répercute sur le prix de consommation. Et donc, il faut au maximum, et j'encourage, à aller sur du circuit court où les agriculteurs peuvent peut-être faire un gage de qualité, à aller sur des produits bio, à aller prendre ses fruits en AMAP, ce genre de choses, pour se garantir une qualité de produit, avec des produits qui n'ont pas perdu justement 40% de leur apport en calcium, 40% en apport en sélénium, etc. Après, même s'il y a cet déficit en micronutriments dans les aliments, si on a une alimentation diversifiée, c'est-à-dire qu'on prend la peine de changer de légumes, de changer de fruits au cours de la semaine, les carences en ces minéraux et ces vitamines sont quand même très peu probables à la fin de la semaine. Ok. Une autre question de Damien. Alors, on change de sujet. Il nous dit est-ce que le fait d'avoir faim, c'est comme le fait d'avoir soif, c'est-à-dire que quand ça arrive, c'est trop tard? Alors, c'est judicieux. On fait la différenciation on fait la différence en nutrition cognitive entre l'appétit et la faim. Et l'appétit serait les prémices de la faim. Donc, avoir faim, c'est qu'on est déjà dans un laps de temps où le corps commence à aller dégrader justement les produits de stockage. Donc, il serait judicieux de commencer à manger quand on a de l'appétit. Et l'appétit, c'est un peu difficile de l'expliquer verbalement, mais c'est les prémices de la faim. On commence à avoir justement des petits signaux cognitifs qui se mettent en place, comme une hypersalivation. On va avoir une image cognitive de l'alimentation, donc on va commencer à réfléchir un peu à ce qu'on mange. Mais c'est assez aussi étroitement lié à de la gourmandise. Donc on pourrait porter à confusion, on se dire, ah, j'ai envie de chocolat, c'est chouette le chocolat, sans être dans l'appétit. Ok. Et alors sur la soif, c'est vrai ce qu'on dit sur quand on a soif, c'est trop tard. Par contre, voilà, quand on a soif, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'on est déjà en déshydratation sur l'instant T.
Ouais. Ouais. Et des vraies soifs, bouche pâteuse et compagnie, c'est qu'on a même perdu 1% de son poids de corps en eau. Ah oui. Donc il faut toujours anticiper. Et en diététique, on essaye de dire qu'on met des plans hydriques. Donc on essaye de dispatcher un peu les répartitions hydriques. Et normalement, on est sur l'équivalence d'un petit verre de cantine de 100 millilitres toutes les demi-heures. Donc c'est quand même des quantités relativement conséquentes, hein. Ok. Alors j'ai encore beaucoup de questions. Il y a Anastasia qui revenait sur la question du rythme alimentaire. On a dit que si on était en mesure de s'écouter, c'était super, mais elle dit malgré tout, est-ce qu'il y a des heures à respecter pour manger? Et puis, est-ce que cette rythmicité, elle est bonne ou est-ce qu'on peut aménager comme on veut? Alors, comme j'ai dit, bon, bah, c'est très bien d'être sur une écoute active, etc. Après, des fois, on n'a pas spécialement l'opportunité de le faire. Je pense aux enfants qui sont quand même conditionnés au rythme scolaire. Donc, le découpage qui est préconisé, en tout cas, c'est quand même fortement le petit déjeuner avec le repas midi et le repas du soir. Ce qu'il faut normalement, c'est avoir des temps de latence entre les repas qui soient de minimum de 4 heures. Donc ça permet vraiment d'avoir un processus de digestion complet et du coup de permettre de mettre en réserve s'il y a mise en réserve et de commencer à faire des petites dégradations quand même, parce que le but n'est pas tout de mettre en réserve, faire de réserve sur réserve. Il faut aussi que le corps puisse utiliser ses propres réserves. Donc des temps de latence de 4 heures, c'est quand même l'idéal. Et là, ça va être judicieux parce que les enfants ils font quand même souvent une collation, d'essayer de calibrer, pareil, ce temps de latence de 4 heures entre la collation et le repas du soir. Ça, c'est le top du top. D'accord, alors 4 heures, ouais, je sais pas si ce sera simple à respecter, mais en lien avec ces horaires, il y a Ludivine qui nous pose la question justement sur le fait que les filles ou les garçons d'ailleurs peuvent finir tard l'entraînement à 20h, 20h30, enfin sauf en ce moment, et puis arriver tardivement chez elles pour manger, et bien souvent elles vont manger, aller dormir dans la foulée. Est-ce que c'est bien ou pas? Est-ce qu'il faut garder un petit temps entre deux ou faire un plus gros goûter, ce qu'elle nous Ouais, bon, ça propose? peut être une stratégie, ça peut être une stratégie. C'est vrai que sur les règles hygiéno-diététiques, bah, c'est pas génial parce que on vient de finir de manger, on est déjà en position de coucher, donc ça facilite pas forcément les réactions de digestion. Après, si on n'a pas entrement, donc si on reste sur vraiment un fractionnement de l'apport alimentaire, c'est pas si catastrophique que ça de manger tard. Ça répond à une contrainte d'entraînement, c'est pas très grave. Après, si on a l'opportunité de fractionner un petit peu plus les aliments, c'est-à-dire qu'on n'a pas des grosses bolées alimentaires comme on pourrait le faire toutes les 4 heures, mais on a des contenus justement alimentaires un petit peu plus réduits, ce qui permet de réduire justement ces temps de latence et de se dire, bon, bah, pourquoi pas imaginer de fractionner l'apport alimentaire du soir en se disant, je vais manger une première partie peut-être en complémentant le goûter ou vraiment justement 1 heure avant l'entraînement et faire un repas plus léger, compléter mon repas une fois que j'ai fini l'entraînement et que je rentre chez moi. C'est des stratégies qui peuvent se mettre en place en accord avec l'athlète, comment il se sent, est-ce que du coup en mangeant mieux pendant l'entraînement il n'est pas gêné, est-ce qu'il ne se sent pas lourd. On connaît tous la sensation d'avoir trop bu, d'avoir l'estomac qui fait blablabla quand on fait du sol. Voilà, c'est vraiment de la discussion avec l'athlète, comment il se sent, quel est le confort qu'il en a, est-ce qu'il n'y a pas de répercussions aussi digestives s'il mange avant, s'il mange après. Mais c'est possible. Finalement, Ça peut être réalisable. répartir entre le goûter et puis le repas du soir, ça peut être C'est une solution. complètement, ouais. Complètement. C'est vraiment pas bête. Il y avait une autre question de Lise aussi sur la consommation de viande. Alors, elle associe une surconsommation de viande avec les problèmes cardiaques qui peuvent arriver au cours du temps. D'une manière générale, on nous dit qu'il faut manger moins de viande, un peu la tendance du moment. Est-ce que c'est vrai, notamment avec le fait de pratiquer du sport de manière assez intensive, souvent en gymnastique? Voilà, quelle relation avec la viande? Est-ce qu'il faut vraiment manger moins ou différemment? Alors, il faut faire attention, je pense, à la concentration d'acides gras que peuvent contenir les viandes. Donc, il faut essayer de favoriser justement des viandes qui sont plutôt dégraissées, aux alentours justement des 15%, voire moins,
pour limiter justement cet apport en acides gras saturés et en cholestérol qui peuvent avoir des incidences après cardiovasculaires sur le long terme. Mais c'est vrai que de toute façon, il y a aussi une problématique, je pense, écologique à se poser aujourd'hui et que du coup, on est très bien à même d'avoir des besoins, enfin, des apports en protéines sans passer par des consommations carnées. Donc, on peut très bien avoir des apports végétaux, hein, donc en mangeant des légumineuses, en mangeant du tofu, en mangeant du tempeh, qui auront du coup des apports en protéines suffisants sans avoir, alors on a toujours dit, voilà, avec des apports en végétaux, mais il y a des déficits en acides aminés ou c'est moins bien absorbé. Alors là, vraiment, toutes les dernières études montrent que c'est plus du tout d'actualité. Donc, on a vraiment un apport en termes de protéines qui est quasiment équivalent. Donc après, encore une fois, il suffit d'équilibrer les apports. Hein. Une fois manger lentilles, une fois manger des pois chiches, etc. pour avoir exactement comme dans les fruits, c'est sûr et certain, d'avoir absolument tous les acides aminés à la fin de la semaine sans avoir de petits déficits. Hein. Donc oui, j'aurais tendance à dire, moi, qu'il faut quand même diminuer un petit peu les apports carnés pour des problématiques, de concentration en matière grasse, de qualité, pareil, parce que généralement, si on doit manger de la viande tous les jours, ça a quand même un certain coût sur le budget des courses et qu'à moins qu'on ait les moyens d'aller à la boucherie tous les jours, etc., et là, c'est très très bien. Si ce n'est pas le cas, voilà, il y a des produits végétaux de substitution qui sont de très 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 bonne qualité nutritionnelle et j'encourage à aller vers ces consommations en légumineuses. Ok. Une autre question de Nicolas qui dit manger moins de calories, c'est-à-dire 30% de calories en moins, c'est 20% de vie en plus. Alors il demande ce que tu en penses. Alors je ne connais pas ces stats. Après, pourquoi pas? Enfin, le déficit calorifique, c'est à l'origine de toute façon de les prises en charge sur les contrôles pondérales, donc sur les pertes de poids. Après, être en déficit énergétique sur une pratique sportive, je ne sais pas si c'est très pertinent pour le bon développement justement de l'athlète. Donc j'aurais tendance à dire qu'il faut vraiment une couverture énergétique qui soit en lien avec les dépenses métaboliques. Ouais, ça paraît cohérent. Moi, j'avais une autre question sur les gymnastes. On a beaucoup d'études en psychologie sur les gyms où il y a un rapport négatif entre l'entraîneur et les gyms, surtout chez les filles, sur le rapport au corps et puis la maîtrise du poids et de l'image du corps. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire d'intelligent sur justement ce suivi du poids? Est-ce que l'impédance métrie, c'est intéressant? Ou est-ce qu'au contraire, il faut laisser ça aux pros et nous, les entraîneurs, pas s'en occuper. Enfin, quelle est la bonne stratégie pour pouvoir gérer ça positivement? Alors, je trouve ça intéressant d'aborder la problématique parce que c'est vrai qu'en GR, en gym, même parfois en aéro, on est quand même contraint à ce morphotype standard qui peut plaire aux juges ou autres. Et les problématiques de poids de corps, d'acceptation justement de son poids est quand même quelque chose d'un peu délicat pour certains. Faire des pesées à l'entraînement ou ce genre de choses, c'est un peu tendancieux. Alors, l'entraîneur, il est un petit peu multicasquette. Voilà, il est conseiller. On fait un petit peu de préparation mentale pour les entraînements. On charge les entraînements, on est préparateur physique. On leur demande de faire attention à la nutrition, etc. Pour tout ce qui est vraiment contrôle du poids, etc., moi, j'aurais tendance quand même à le confier à un professionnel pour se détacher justement de ce bagage supplémentaire de l'entraînement et que pour que les filles aient peut-être aussi un regard différent sur le discours apporté enfin, qu'elles puissent vraiment s'exprimer avec cette personne en disant bon, bah voilà, j'ai du mal avec mon corps, je me sens trop grosse, ce genre de choses. On a quand même pas mal de troubles du comportement alimentaire dans nos disciplines. Donc, il faut dédramatiser quand même le poids de corps. L'impédance métrie est un bon moyen parce qu'avoir du coup un fort ratio de poids de corps ne veut pas dire forcément être grosse. Hein. On peut avoir des très grosses, des très forts masses musculaires dans nos disciplines et ça, il faut vraiment qu'elles en aient conscience. Donc, l'impédance mètre permet justement de déterminer un pourcentage de masse grasse.
et de calibrer un petit peu le ratio masse grasse poids de corps, ce qui permettra peut-être un petit peu de dédramatiser le poids de corps. Après, c'est pareil, si on ne fait que contrôler la masse grasse tous les jours, on donne un élément de focalisation à l'athlète et je pense que ce n'est pas quelque chose de très bénéfique. Donc, il faut faire attention. Pour intervenir, moi, sur le pôle de gym aérobique, on fait ces évaluations en impédance-métrie tous les 2 mois. Ce qui permet aussi de laisser le temps aux athlètes de mettre des choses en place, parce que si on fait toutes les semaines, c'est vraiment pas pertinent. D'accord. Ok. Alors moi, j'avais mis aussi en place des suivis de poids, mais qui étaient plutôt liés aux problématiques de croissance, voilà, pour avoir un Ouais. suivi, mais qui était dédramatisé du poids et plutôt fait de manière relative. C'est-à-dire voir comment ça évolue. C'est pas de dire. Si c'est fait de manière intelligente, de toute façon, il n'y a pas de problème. Si on ouvre le dialogue avec le gymnaste, pas de souci. Si c'est juste prendre le poids et qu'après ils se prennent une taclée parce qu'il est à +2 sur la balance, c'est pas pertinent. Il manque des informations pour justement permettre d'en tirer des conclusions. +2 en kilo brut, ça peut être une augmentation de l'eau. Il faut savoir que chez les filles aussi, elles sont sujettes aux règles, qu'avant les règles, il peut y avoir une augmentation du volume d'eau, il peut aussi y avoir une légère augmentation de la masse graisseuse, et tout ça, c'est des facteurs qu'il faut prendre en compte. Bien sûr. Très bien. Une autre question de Damien en lien avec une gym qu'il a et qui est végétarienne. Ouais. Et il fait le constat qu'elle a des blessures plus régulièrement que d'autres. Donc vraisemblablement une gestion de l'alimentation qui est peut-être pas forcément la bonne. Alors est-ce que ça vient vraiment de là? Je ne sais pas. Mais est-ce qu'en tout cas il y a des précautions à prendre quand on est végétarien et qu'on veut pratiquer la gymnastique plus ou moins intensivement? Alors, c'est comme tout, c'est-à-dire que même si on est végétarien, il faut s'assurer à une bonne répartition des macronutriments. Et peut-être que sa gym, justement, elle fait des choix, peut-être sans en prendre conscience, mais des mauvais choix, à favoriser peut-être trop les légumes, ce genre de choses. Et il faut qu'il s'assure qu'elle ait une bonne alimentation, un bon apport en glucides complexes, donc de manger suffisamment de féculents et de manger suffisamment de protéines. Donc on en revient encore une fois, je répète, mais à manger suffisamment de légumineuses ou de manger du tofu. Est-ce que son athlète, elle mange encore des œufs, de bien prendre en compte cette consommation d'œufs, etc., etc. Donc, je ne sais pas si ça vient vraiment de son végétarisme. Je pense qu'elle a peut-être un végétarisme qui est mal équilibré et que ce déséquilibre entraîne les blessures. Merci. Une autre question aussi de Lise sur les produits laitiers. Alors, effectivement, on a un lobbying industriel des produits laitiers qui nous fait de la pub, comme quoi il faut en prendre tout le temps, tous les jours. Qu'est-ce qu'on peut faire d'intelligent par rapport aux produits laitiers dans l'alimentation du sportif? Alors, les produits laitiers, on entend un petit peu tout et son contraire. Donc, pareil, c'est un peu compliqué d'avoir des bonnes informations, en tout cas, sur le métabolisme des produits laitiers. Ce qui est sûr, c'est que du coup, de part de la présence justement de lactosérum, ce genre de choses, ça va être des produits qui ont une forte teneur acide une fois ingestion, donc ça va favoriser l'acidose. Donc il faut faire un petit peu attention à ça. J'aurais tendance à dire que moi, je préconise justement de prendre un produit laitier à base peut-être de lait de vache, de lait de brebis ou autre, pour un produit justement laitier végétaux. Donc lait de soja, lait d'amande, etc., etc. Parce que il ne faut pas non plus se priver parce que des macros et des micros qu'apporte le lait, c'est des protéines de très bonne constitution, les protéines de lait. Donc, si l'athlète le tolère bien, je ne vois pas pourquoi on devrait s'en priver. Et également une forte source en micronutriments, donc notamment en calcium, même si il reste encore quelques problématiques sur l'assimilation de ce calcium. Il n'empêche que, bon, bah voilà, à défaut d'avoir des études vraiment tranchées, moi, je recommande d'avoir un travail un petit peu disparate, à savoir un produit laitier issu de la filière laitière et un produit végétal, du coup, sur la journée d'après. De diminuer un petit peu les consommations.
Ok, un peu comme pour la viande, finalement, alterner sur la source des produits. Totalement. Après, voilà, c'est vrai que sur les petits, on a tendance, nous, à préconiser à gogo, avec encore des idées un peu archaïques, se dire que ça fait grandir, c'est bon au calcium, etc. Voilà, comme je vous ai dit, le calcium n'est pas si bien assimilé que ça. Donc, attention. Mais on reste sur une protéine correcte. Ok. Une autre question de Nicolas sur les céréales. Effectivement, sur les petits déjeuners, on a souvent un apport en céréales industrielles. Alors souvent, c'est des produits ultra transformés. Est-ce qu'il y a des produits malgré tout qualitativement plus intéressants que d'autres? Alors, en produits en céréales, alors il faut regarder justement, il y a un bon indicateur pour voir justement la qualité des céréales, c'est regarder l'apport de glucides totaux, qui doit être approximativement aux alentours de 60, et le ratio justement de sucre simple que contient le produit, qui doit être d'un tiers. Donc, pour un paquet standard, on va être aux alentours, je ne sais pas moi, des 64 grammes de glucides totaux. Si on a 21 grammes de glucides, dont la petite case dont sucre, on est sur un rapport pour l'industrie agro qui reste relativement correct. D'accord. Si on doit regarder un petit peu les marques, vous allez avoir du coup les Jordans aux fruits oléagineux qui sont corrects. Le meilleur des meilleurs sur ce travail qualitatif, c'est les Weetabix. Mais après, il faut aimer, hein, c'est un petit peu costaud. Pareil, sur les flocons d'avoine, vous en avoir des très corrects. Après, bon, il faut que ça reste quand même un plaisir alimentaire. Et donc, de faire la chasse tout le temps au sucre, des fois, on en oublie un petit peu la convivialité de l'apport alimentaire, quoi. Ouais, c'est important, surtout pour les Français. On doit se faire plaisir en mangeant aussi. Euh, je prends la dernière question de Lise, parce qu'on a déjà un peu dépassé le temps prévu, mais en même temps, tant mieux, c'est qu'il y avait de l'intérêt et beaucoup de questions. Elle nous parle du soja. Elle demande si c'est mauvais pour la santé à forte consommation. Alors, pareil, sur le soja, difficile d'avoir un vrai papier sur le soja. Ce qui poserait problème sur le soja, c'est qu'il y aurait des dérivés œstrogéniques qui auraient du coup des incidences au sein de nos métabolismes. C'est pas très tranché, donc certaines études disent qu'il y a vraiment des corrélations internes, donc ça impacterait du coup un travail métabolique chez nous, et d'autres études qui nous disent que bah, c'est pas assimilable, enfin ça n'induit absolument aucune réaction biochimique sur le corps humain. Par principe de précaution, pareil, j'ai tendance à favoriser moi les autres laits que le lait de soja, d'autant plus que la France ne produit pas son lait de soja. Donc j'ai tendance à prendre du lait d'avoine et bon, du lait d'amande, même si pareil, la France ne produit pas son lait d'amande, mais toujours essayer d'être dans une espèce d'esprit de cohésion sur ce qu'on est capable de produire. Ça revient un petit peu à un principe des AMAP, hein, mais je suis assez sensible à ce sujet-là, et de se dire, est-ce que bah, notre continent, en tout cas, est capable de produire ces éléments-là ou pas. Mais voilà, pour répondre, lait de soja, un peu attention. Et il y a d'autres laits, hein, lait de noisette, lait d'amande, lait d'avoine, lait de coco, de temps en temps, pourquoi pas. Ok, super. Bah, merci à tous pour vos questions et votre participation ce matin. Je vous rappelle que la vidéo sera disponible sur la chaîne YouTube Gymplay Normandie. Elle sera montée dans la semaine et puis on y associera tous les documents qu'on a évoqués ce matin et que vous pourrez télécharger évidemment. Ils seront en lien sous la vidéo. Merci Florian pour ton intervention. Je vous en prie. Peut-être on aura l'occasion de se recroiser autrement, j'espère, en tout cas dès qu'on pourra faire des choses plus concrètes sur le terrain. Ce sera en tout cas avec plaisir. J'ai apprécié d'être avec toi ce matin. Et au regard du chat, tous ceux qui étaient avec nous également. Je veux bien que tu restes avec moi 2 minutes et puis les autres, Ça je vous dis marche. à bientôt pour un prochain Morning Coach. Merci, à bientôt. Hop. Bon, alors tout le monde se déconnecte. Merci Florian. Merci beaucoup, au top. Bon, bah, voilà. Merci. Super.
Du coup, Florian, tu as évoqué pas mal de documents. Ouais. Alors, on a évoqué plein de trucs, ouais. Ouais. Je vais peut-être refaire parce que j'ai pas pris de notes, du coup. Voilà, bah justement, faire un petit point. Donc, il y avait tes tableaux là sur les indices glycémiques. Il y avait des choses aussi en lien avec